Parole à la députée de Lapinière. Merci, Madame la Présidente. Alors, tout à l'heure, le ministre de la Culture déplorait le fait que les jeunes Québécois se tournent souvent vers la culture américaine. Vous me permettrez de dire qu'on est bien mal en point quand le premier ministre tente de redorer son image et de faire oublier les ratés de ces 7 dernières années en se prenant pour un personnage de film américain fictif. Les enjeux... Un instant. Monsieur le leader adjoint, quel est votre règlement? Votre article? Madame la Présidente, ici, on s'appelle par nos titres, puis on se doit respect en cette Chambre envers les collègues. Merci. Madame la députée, veuillez faire attention pour vos propos. Poursuivez. Absolument, Madame la Présidente. Alors, j'ai bien parlé du premier ministre qui est son titre et qui se comparait à un personnage de film américain. Alors, les défis, les enjeux des Québécois ne sont pas fictifs. Les enjeux des Québécois sont vraiment réels et importants. Et pour connaître ces défis, pour en connaître l'ampleur, il suffit d'écouter ce que nos voisins et nos voisines nous disent durant les activités de comté, durant du porte-à-porte, durant les rencontres fortuites dans le comté. Il nous suffit d'écouter les professionnels de la santé qui croulent sous la paperasse, qui ne peuvent pas servir les patients qu'ils voudraient bien servir. Par exemple, une médecin dans un GMF en périnatalité qui me dit « Je ne peux pas suivre les bébés naissants de mes patientes parce que je n'ai pas le droit de choisir mes patients. » Les règles sont rendues complexes à ce point-là. On a juste à penser aux enseignants qui manquent de ressources ou encore à tous les partenaires intervenants, parties prenantes auxquels on parle dans nos divers dossiers. Il suffit juste d'écouter 2 ou 3 jeunes dans la mi-vingtaine jusqu'à la trentaine qui jasent entre eux et puis qui disent qu'ils ne voient pas le jour où ils vont être capables de fonder une famille ou d'avoir accès à la propriété ou même de se payer un loyer et de partir de chez leurs parents. Il suffit de penser au nombre croissant de personnes qui deviennent itinérantes, des personnes obligées de fréquenter des banques alimentaires. On n'a pas besoin de grands indicateurs économiques pour savoir que ça, c'est des enjeux importants au quotidien. Des Québécois en santé et en emploi qui deviennent itinérants, qui ne mangent pas à leur faim, qui ne peuvent pas se loger, c'est pas normal. Des enfants québécois qui n'ont pas d'enseignants dans leur classe, c'est pas normal. Des écoles, et je ne l'invente pas, qui aménagent des placards pour pouvoir donner des services d'aide linguistique, de soutien linguistique à des élèves. Je le vois dans une école de mon comté. Un projet d'agrandissement d'une école secondaire, l'école secondaire Antoine Brossard, pour ne pas la nommer, dans mon comté. Un projet qui attend depuis des années, qui devait avoir lieu avec la pandémie. On comprend que pendant la pandémie, tout a été arrêté. On comprend que les coûts ont augmenté à cause de la pandémie. Le projet devient d'une autre envergure. Il faut recommencer tout le processus. L'an dernier, très bonne nouvelle, très heureuse d'apprendre de la part du ministre de l'Éducation d'alors que le centre de services scolaires peut aller de l'avant avec le dossier d'affaires. C'est la dernière étape avant d'aller à la réalisation. Alors, je suis très contente parce que je sais à quel point les enseignants, la direction, les élèves de l'école attendent cet agrandissement. C'est une école qui est surpeuplée, c'est une école où il y a des tensions, il n'y a pas suffisamment d'espace commun. Il y a des classes qui sont en modulaire. Alors, c'était une très bonne nouvelle. Sauf que le centre de services scolaires n'a pas pu avancer à cause des cibles d'investissement
plafonnés qui ont été décrétés par le gouvernement. La croissance de la population est telle dans le comté de la Pinière et dans les comtés environnants qu'il va nous falloir une autre école secondaire. Donc, pas seulement agrandir l'école secondaire Antoine-Brossard, mais il faudra en construire une autre. Parce qu'il y a des enfants là, dans les écoles primaires et dans les écoles primaires en agrandissement ou nouvelles. Bien, quand ils vont avoir fini leur 6e année, il va falloir qu'on puisse les scolariser, continuer de les scolariser aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire si on ne peut pas construire d'autres écoles secondaires? Si on ne peut même pas en agrandir une qui a tellement besoin d'agrandissement? On a des Québécois aussi qui sont malades, mais qui ne peuvent pas se faire soigner. C'est pas normal, ça non plus. Des Québécois qui ont travaillé toute leur vie, qui ne peuvent plus se loger, faute d'argent ou de revenus suffisants. Ce n'est pas normal. Des milliers de Québécois vieillissants, en perte d'autonomie et qui n'ont pas de place en milieu d'hébergement, ce n'est pas normal. Des Québécois en perte d'autonomie qui restent dans leur domicile, mais sans soutien à domicile, ce n'est pas normal, ça non plus. Il y a près de 18 000 personnes qui attendent un premier service de soutien à domicile. Et si on compte ceux qui n'ont pas encore été évalués, c'est plus de 50 000 personnes qui attendent du soutien à domicile. Des personnes qui sont obligées de laisser leur travail pour se consacrer à leurs proches qui ont besoin d'aide, de se consacrer à leurs proches à temps plein. Et ces personnes-là s'épuisent et s'appauvrissent en même temps. Ce n'est pas normal non plus. On est en train de créer une génération de proches aidants qui arrêtent de travailler pour prendre soin d'un proche sans revenu, avec un crédit d'impôt qui peut aller jusqu'à 2 500 $, qui est très difficile à obtenir parce que les critères sont très stricts. Il faut vivre avec la personne, cohabiter pendant au moins 182 jours par année pour avoir ce crédit d'impôt. Alors, si vous êtes une personne dans la cinquantaine, disons, dont les 2 parents ont besoin de vous parce qu'ils n'ont pas de soutien à domicile ou ils n'en ont pas suffisamment pour leurs besoins, puis ils n'ont pas de place non plus en hébergement, bien, vous êtes obligé d'arrêter de travailler pour en prendre soin. C'est pas bon pour l'économie du Québec, c'est pas bon pour votre économie personnelle, et puis c'est pas bon pour votre carrière. Et par le temps où vous pourrez retourner sur le marché du travail, bien, vous serez le bec à l'eau, vous serez épuisé, vous aurez besoin de services en santé mentale, et puis vous aurez peut-être besoin d'aide financière du gouvernement. C'est pas un bon investissement pour le gouvernement, c'est pas bon pour l'économie, c'est pas bon pour la productivité du Québec d'être dans une situation comme ça. Et puis, ce n'est pas non plus la société québécoise que les artisans et les artisanes de la Révolution tranquille avaient envisagée. Le filet social, qui n'était pas parfait, mais le filet social que nous avions réussi à bâtir au fil des ans au Québec et dont nous étions si fiers, mais aujourd'hui, il comporte des mailles qui sont défaites, des trous qui laissent échapper les personnes que je viens d'énumérer. Je n'ai pas compris, Monsieur le Président, que ces défis ne figurent pas parmi les priorités du Premier ministre. Je ne sais pas. Peut-être devrait-il se rendre sur le terrain un petit peu plus souvent pour pouvoir constater de visu, par lui-même, et être en mesure de faire des bons constats au lieu de se prendre pour un boxeur fictif. Le Québec fait face à des défis collectifs importants, Monsieur le Président, mais une fois qu'on fait ce constat, on ne peut pas se contenter, comme le Premier ministre, de dire « bien, c'est comme ça ailleurs ». Le concept de « quand on se compare, on se console », ce n'est pas un programme de gouvernement. Ce n'est même pas une politique publique digne de ce nom. C'est comme tout simplement baisser les bras puis dire « ben, on s'avoue vaincu, on n'est pas capable ». Pourtant, le Québec en a fait de grandes corvées au fil de son histoire. Aujourd'hui, ce n'est pas le temps d'abandonner la partie. C'est le temps de se relever les manches collectivement et au premier chef, le gouvernement.
Le gouvernement devrait travailler d'arrache-pied pour relever tous ces défis en faisant des choix sensés, raisonnables et judicieux, en évitant de dénigrer des groupes de la société comme les médecins à cause de l'incapacité du gouvernement à redresser le réseau de la santé, comme les syndicats à cause de l'incapacité du gouvernement à gérer correctement les finances publiques. Rappelez-vous-en, Monsieur le Président, en campagne électorale en 2018, le chef de la CAQ, je le nomme ainsi puisqu'il n'était pas encore premier ministre, il promettait un gouvernement de comptables, sous-entendu des professionnels, des personnes capables de bien gérer les finances de l'État et de faire un développement économique pour assurer la prospérité du Québec. En tout cas, moi, c'est ce que je comprenais. Mais quelle déception, Monsieur le Président. La CAQ a commencé son premier mandat en 2018 avec des surplus laissés par le gouvernement de Philippe Couillard. L'économie du Québec, à cette époque-là, faisait l'envie de toutes les provinces canadiennes, y compris de l'Ontario. Mais au lieu d'utiliser cette bonne posture financière comme un tremplin économique et budgétaire, la CAQ s'est lancée dans les grandes dépenses, dans les contrats avec des clauses douteuses, dans une start-up suédoise qui a floppé. Bref, la CAQ a renoué avec les déficits budgétaires en un temps record, a fait cette année un déficit record, en plus de mener le Québec à la décote. C'est pas rien, là. La décote, ça s'était pas vu depuis 30 ans au Québec et c'est la CAQ qui l'a réalisé. Le premier ministre a cité l'arrivée du nouveau président des États-Unis pour dire comment le contexte a changé. Effectivement, le contexte a changé. On est bien conscient de cela. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le premier ministre, à la première occasion? Aller mettre tout sur la table, il était déjà prêt à faire des concessions avant même une première négociation. C'est ça, bien gérer le Québec? C'est ça, assurer la prospérité du Québec? Je pense pas. Le bilan des 7 années caquistes en matière de finances, Monsieur le Président, ça me fait penser à un autre film américain qui s'appelait « Other People's Money ». La CAQ n'a pas agi comme un bon gestionnaire avec l'argent des contribuables, et surtout pas comme un bon père ou une bonne mère de famille. En 2018, de l'argent, il y en avait plein les coffres. Ça allait bien, on distribuait, on investissait sans être trop regardant. Plus c'était gros, mieux ça faisait l'affaire. Autre référence cinématographique, j'ai une petite pensée pour Elvis Gratton aussi. Mais tout a fait patate, pour emprunter l'expression de mon collègue député de La Fontaine. Et après des investissements sans garantie pour le Québec, on apprend qu'un contrat informatique a été signé avec une garantie de paiement à 100% coûte que coûte pour le fournisseur. Tout ça avec l'argent des contribuables. Comme dirait Shakespeare, « easy come, easy go ». Résultat, il ne reste plus d'argent pour relever les défis énormes auxquels sont confrontés les Québécois. Des défis personnels insurmontables qui deviennent des défis collectifs de grande ampleur. Défis collectifs que des organismes communautaires tentent de soulager avec des moyens limités et très, très paramétrés. Défis collectifs qui se traduisent souvent, individuellement, par un stress intense, par de la détresse, de la pauvreté et de l'épuisement. Parlez-en à ceux et celles qui ont perdu leur logement et qui errent dans l'espace public et couchent dans une tente ou dans un parc. Parlez-en aux proches aidants qui s'épuisent à la tâche et qui s'appauvrissent parce qu'il n'y a pas assez de soutien à domicile ni de place d'hébergement. Comme porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés, les proches aidants, en matière de soutien à domicile et de protection des consommateurs, je n'ai pas été impressionnée par le discours, ou plutôt par les priorités du premier ministre. Je dirais même que je suis restée sur ma faim. Comme l'ensemble des Québécois et des Québécoises, je constate que le gouvernement est archi-usé et fatigué, à un point tel qu'il a eu besoin de proroger le Parlement pendant 2 semaines avant d'entamer sa 8e et dernière année de pouvoir.
7 années et bientôt 8, durant lesquelles de grands acquis de la Révolution tranquille ont fondu comme neige au soleil. Comme avoir une enseignante dans chaque classe, comme avoir accès à une chirurgie dans un délai raisonnable, comme pouvoir renouveler un permis de conduire ou un permis de moto sans que ce soit la croix et la bannière, comme avoir un toit au-dessus de la tête, comme ne pas craindre de tomber en itinérance, que vous viviez seul, en couple ou en famille. Rappelez-vous d'ailleurs que le premier ministre a refusé de reconnaître pendant 3 ans qu'il y avait une crise du logement. Ou bien, comme avoir une place en CHSLD, en ressources intermédiaires ou de type familial, dans un délai raisonnable. Et pouvoir gagner sa vie comme propriétaire d'une telle ressource. C'est fini ce temps-là, tant que la CAQ sera aux commandes et que le premier ministre se prendra pour un personnage de film de boxe, les problèmes vont s'aggraver. Le bilan caquiste, c'est ça. Déficit de construction de ressources intermédiaires, 5 500 places qui n'ont pas vu le jour et 5 500 personnes en attente. Déficit de places en CHSLD, 3 600 personnes sur la liste d'attente, avec des délais déraisonnables, parce que la CAQ a décidé de construire de vastes maisons des aînés à un coût astronomique, au lieu de construire ou de rénover plus de places, mais avec des spécifications raisonnables, à un coût raisonnable. Et n'oublions pas, évidemment, les centaines de fermetures de résidences privées pour aînés qui ont eu lieu dans les dernières années. Devant l'impossibilité d'héberger toutes les personnes en perte d'autonomie, Monsieur le Président, on nous a annoncé, dès 2022, dès après l'élection, une grande priorité de la ministre responsable des aînés d'alors, un virage vers le soutien à domicile. Ça fait 3 ans et on l'attend encore, ce virage. On attend encore la politique nationale de soutien à domicile. On attend encore un plan d'action en soutien à domicile. Ce sont près de 18 000 personnes qui attendent un premier service en soutien à domicile. Et si on comptait, comme je le disais tout à l'heure, ceux et celles qui n'ont pas eu l'évaluation, c'est 50 000 personnes qui attendent un soin à domicile. Les organismes communautaires qui donnent de l'aide aux proches aidants, qui donnent du répit ou qui font de l'accompagnement ne fournissent pas. Les CIS et les CIUS leur réfèrent des dizaines et dizaines de cas. Hélas, Monsieur le Président, le premier ministre priorise la question identitaire qui a le don de polariser et diviser, sa spécialité. Mais la personne qui a faim et qui dort dehors, ou celle qui a mal et qui n'est pas soignée, elle ne s'interroge pas sur l'identité québécoise, je peux vous le garantir. Elle veut juste pouvoir répondre à ses besoins de base. Mais ça ne semble pas être sur l'écran radar du premier ministre caquiste. Au récent congrès de la CAQ, le premier ministre souriait au son de la chanson « Eye of the Tiger ». Vous me permettrez, Monsieur le Président, de me faire l'écho de ce que je vois sur le terrain et de proposer au premier ministre une chanson beaucoup plus représentative de son bilan, « Final Countdown ». En conclusion, Monsieur le Président, je formule la motion de grief suivante, que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement pour l'absence d'engagement envers les soins à domicile et les proches aidants dans le discours d'ouverture. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée de Lapinière. Votre motion de grief est déposée sous réserve de sa recevabilité.